Salut! Ça va? Une petite explication à vous donner. Je me suis vite rendu compte que c'était intenable de faire ce format de façon hebdomadaire, même si y a énormément de choses qui sortent chaque semaine. Donc je vous propose qu'on se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour faire le point sur ce qui s'est passé sur l'actualité agroalimentaire et la grande distribution. Et faisons-le ensemble. C'est parti pour le mois de juillet. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui décrypte l'actualité agroalimentaire et grande distribution chaque mois. Alors ce mois-ci, je vous propose le sommaire suivant. Grande distribution, Carrefour explose, Leclerc recule et Auchan se prend les pieds dans le tapis. Danone explose les attentes des actionnaires grâce à la Chine et la santé. Bon, il s'avérerait aussi que ce mois-ci, Ferrero a faim, avale Kellogg's et Carambar pour couvrir le petit déjeuner jusqu'au dessert. Et puis la confiture est bousculée à cause de la pire récolte en Europe. Alors, vous l'avez compris, on a pas mal d'actualités, on va rester un petit peu de temps ensemble. Donc, tout d'abord, les actualités sur la grande distribution. Donc effectivement, la P7 est tombée et on a un Carrefour qui cartonne, un Leclerc qui patine, c'est quand même assez important pour le souligner, et un Auchan qui se prend le mur. Pendant ce temps, on a un U qui grappille des parts de marché tranquillou, qui fait son petit bonhomme de chemin finalement. Ça montre une période, encore une fois, qui est complètement chahutée par les rachats. C'est intéressant quand même parce qu'il y a quelques mois en arrière, on assistait au rachat à travers la presse. Là, on voit l'effet parc, l'effet parc finalement sur les chiffres. Intéressant à regarder. Ça pose quand même la question de comment les parts de marché vont évoluer quand il n'y aura plus ces effets parc. On en reparlera en temps voulu. Alors, les gros gagnants de cette période, Carrefour, Intermarché et Système U, mesdames et messieurs. Vous êtes surpris? Pas moi. On va parler de Carrefour d'abord. Ça sent un peu la triche avec l'absorption de Corail Match, mais bon, forcément ça gonfle les chiffres. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner quand même, c'est que Carrefour progresse de plus 0,6 points et recrute 129 000 clients en plus. Comme dirait quelqu'un chez World Panel, Kantar, donc Gaël Lefloc, l'effet maillage, c'est bien, mais c'est surtout la fidélité qui va jouer. Donc, traduction, ils ont plus de magasins et en plus, les clients reviennent. Donc, c'est très positif pour Carrefour. Ils sont vraiment en train de consolider leur part de marché et c'est très bien. Les mousquetaires, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eux, ils sont en pleine forme aussi, plus 0,8 points de part de marché. Et surtout, 205 000 foyers recrutés. Rien que ça, plus de visites, plus de promotions. Donc, c'est vraiment le combo gagnant. Ils ont vraiment trouvé la bonne recette, les mousquetaires. C'est une progression qui est solide et assez importante pour le souligner et très régulière face à la concurrence. Et alors là, bravo Dominique, bravo Domi. Système U. Parlons-en, Système U, ils sont trop forts. Plus 0,8 points de part de marché. C'est la plus grosse progression de leur histoire, tout simplement. 452 000 clients recrutés. C'est énorme, 35 magasins ouverts avec le ralliement de Shiver. Les U, franchement, c'est la preuve que en 2025, si on a un local qui est bien géré, une offre produit bien consolidée et des prix qui sont attractifs dans cette période où la guerre des prix est féroce, ça peut marcher. Et la preuve en est. Donc bravo U. Parlons des discounters. Alors on a un Aldi qui grimpe et un Lidl qui est quand même relativement à l'arrêt. Donc Aldi continue de grignoter un peu des parts. On se parle de petites progressions, bien entendu. Plus 0,1, mais surtout 300 000 clients recrutés et un panier moyen qui grossit de 0,70 centimes. Et ils sont dans la place quand même depuis 11 périodes consécutives, donc c'est pas rien, c'est assez notable pour le souligner. Et forcément, ils sont portés aussi par le contexte, contexte avec une guerre des prix. Maintenant, on a un Lidl qui stagne, et quand même depuis quelques temps. Il n'y a rien de catastrophique.
mais l'enseigne, elle perd des acheteurs et elle compense par un peu plus de passage en caisse, stagnation. Bon, maintenant, parlons des grands perdants. Vous l'avez vu de partout. Leclerc, Auchan, Casino. Alors, grand perdant, attention aux mots, tout est relatif. Leclerc, il recule un peu, moins 0,2 points. Ça reste quand même le numéro 1, mais il patine un peu. Hein. C'est un modèle qui est puissant, mais la concurrence, elle est là. Elle continue de grappiller des parts de marché. Donc, forcément, on sent un recul. Auchan, maintenant, c'est vraiment Auchan, mais catastrophique, quoi. Enfin, franchement, les gars, ça doit être dur pour les équipes qui bossent chez Auchan. Moins 0,4 points, très impacté par la perte de chiffre, bien évidemment, et 15 fermetures de magasins. Donc voilà, l'effet parc, on y revient. Auchan passe même sous la barre des 6 points sur son périmètre. Franchement, la descente, elle continue. Et ça montre aussi, au-delà des rachats, etc., qu'un modèle qui est basé sur l'hyper aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Il va falloir trouver des solutions ou se faire racheter, sans balancer de rumeurs. Voilà, et Casino, moins 0,2 points, donc 3,2 points. Il y a quand même quelques signaux positifs, faut les souligner parce que sinon il n'y a pas grand-chose de positif. C'est l'urbain premium. Voilà, il se développe là-dessus. Après, le reste, c'est un peu très compliqué. Et rappel, hein, c'est le seul groupe qui a été en recul tout le premier semestre. Ok, je pourrais pas terminer ces parts de marché sans parler des outsiders. Sorry for my English. Grand Frais, Picard et Action. Alors, Grand Frais et Picard, c'est plus 0,1 point de part de marché gagnée respectivement. Ils sont discrets, mais ils restent constants. Et leur part de marché talonne même Casino, donc ça montre quand même une transformation. Action, ils sont plutôt faibles en part de marché, hein, 0,4 points, mais c'est 600 000 clients de plus. Donc c'est la preuve qu'un bazar malin attire toujours plus. Maintenant, il faut savoir, toujours pareil, fidéliser ses clients. Bon, la conclusion, j'avais envie de vous faire une petite conclusion en lien avec l'actualité et en lien avec le Tour de France. C'est un peu comme le Tour de France, il faut toujours tenir la cadence, attaquer au bon moment. On a Carrefour, U et Intermarché qui ont mis des gros coups de pédale pendant ces périodes. On a un Leclerc qui est toujours en tête de peloton, mais qui commence à souffrir. Un Lidl qui regarde dans le rétro, peut-être quelques nostalgies de Michel Biro, je ne sais pas. Et Auchan qui se crache dans la descente. Casino cherche toujours le ravito, hein. Faut quand même le souligner. Voilà, affaire à suivre. Qui passera la tête de peloton à Noël? Franchement, hâte de voir les prochaines périodes quand l'effet parc commencera à s'atténuer pour voir comment les parts de marché bougent dans un sens ou dans un autre. Deuxième sujet, Danone. Danone explose les attentes grâce à la Chine et à la santé. On va décrypter tout ça. Alors, pendant que Nestlé rame en Chine, parce que c'est quand même leur principal concurrent, Danone se fait un petit kiff. Plein sur la nutrition spécialisée et la Chine en raffole. Et bim, ça donne un plus 6% en bourse. Et ce, en une matinée. La moralité, c'est que même en agroalimentaire et grande distribution, si tu as la bonne recette, tu mets un coup d'accélération et bim, les résultats sont là tout de suite. Alors, les chiffres font aujourd'hui saliver les actionnaires, je vous explique. Le T2 2025 chez Danone annonce un plus 4% de croissance, alors que les analystes parlaient plutôt de plus 3,8%. Sur 3 mois, on est à 6,99 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sur 6 mois, 13,71 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais attention, comme vous le savez, quand on fait des analyses, on les fait toujours en valeur et en volume. Et là, c'est pas seulement un effet valorisation de l'offre, pas du tout. Parce que si on regarde, c'est la vraie performance, elle est tirée par un volume, un mix volume et mix. Donc on est à plus 3,2% au T2. C'est le 6e trimestre consécutif de la croissance des volumes. Dans un marché qui se contracte, c'est quand même pas banal et assez important pour le souligner. La marge opérationnelle maintenant, elle grimpe à 13,2%, donc bien au-dessus des attentes. Le seul petit bémol, c'est que le bénéfice net y recule de 15% à cause de certains coûts de transformation. En clair, Danone investit
pour se repositionner dans le match. Bon, vous l'avez compris, les moteurs de succès, c'est deux choses, c'est la Chine et la santé. Donc la nutrition spécialisée, c'est vraiment leur pépite, plus 8% sur le S1, c'est quand même assez conséquent. Qu'est-ce qu'on met derrière la nutrition spécialisée? On parle des laits infantiles, on parle de la nutrition médicale et ça cartonne partout. Et ça prend particulièrement en Chine. Et d'ailleurs, ça représente un tiers des revenus. Quand on dit que la santé, c'est pas seulement une trend sur Instagram, c'est quand même important de le souligner, et notamment pour les chefs de produits là qui m'écoutent. Voilà, on sait qu'il y a une tendance et il faut la tirer. Et puis, en plus de cette offre produit, il y a effectivement l'effet zone géographique, puisque Danone accélère en Chine, en Asie et en Océanie. On est à plus 12,4% au T2. Et les analystes en bourse, ils pensaient quand même moitié moins, donc c'est assez intéressant à souligner. Et Danone ne se contente pas de vendre des yaourts, puisqu'ils font aussi des acquisitions intéressantes pour aller toujours plus grappiller des points. On a Kate Farm aux USA qui rachète, donc qui est basé pareil sur de la nutrition médicale et quotidienne à base de plantes bio. Ça paraît assez niche, mais en tout cas, ça paraît être une stratégie intéressante à étudier. Et puis, alors excusez-moi, je vais essayer de le dire correctement, The Akkermansia Company. Waouh. On se parle de biotique nouvelle génération pour la santé intestinale. On verra si les problèmes de bide, ça fait grimper les actions en bourse. Mais en tout cas, voilà, pour les acquisitions. Et en Europe, les volumes, ils montent pour la 7e période consécutive. Et toujours grâce à la santé. On se parle des produits hyperprotéinés, vous les avez vus envahir les rayons. Le végétal avec Alpro, le skyr, le kéfir. Bref, on est vraiment dans ce thème-là, la santé. Et même Evian, paraît-il, fait un joli sprint. Et le marché adore, plus 6,4% en bourse. Et sur un an, on se parle de plus 21%. Danone montre qu'avec un cap clair et une stratégie qui est affirmée, tout roule pour l'entreprise. Alors après, c'est une question, c'est que est-ce que la tendance, justement, est-ce que la santé ne serait pas une tendance et viendrait à terme à s'essouffler, puisqu'ils misent quand même toute leur stratégie autour de ça. Et est-ce qu'ils peuvent garder le rythme sans s'essouffler avec les acquisitions? Pareil, on va observer ça de près. La troisième actualité de la semaine, c'est Ferrero qui a faim et qui avale Kellogg's, mais pas que, qui avale aussi Carambar. Alors c'était des rumeurs qu'on entendait un peu à droite à gauche. J'ai pas été surprise effectivement comme vous, j'imagine, quand vous avez vu les actualités en ce sens. Donc en 48 heures, Ferrero a englouti Kellogg's et Carambar. Le Nutella s'invite au petit-déj et Ferrero s'invite dans les bonbons. Résultat, c'est 3 milliards d'euros posés sur la table, cash, direct. On parle sincèrement d'un appétit d'ogre. Ou plutôt une boulimie à l'italienne, vous voyez comment vous voulez interpréter ces rachats. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité Ferrero? On est jeudi 10 juillet et là on a LinkedIn qui s'enflamme avec 150 000 posts sur le sujet. J'arrive un peu en retard d'ailleurs. Kellogg's, le spécialiste américain des petits déjeuners, donc Kellogg's évidemment c'est les cornflakes, les miel pops, les Fruit Loops, etc., etc. Bon bref, vous avez toutes les marques maintenant sont dans la besace de Ferrero. Montant 3,1 milliards d'euros sur la table. Pourquoi? Parce que l'objectif pour Ferrero, c'est de poser un pied en Amérique du Nord et notamment avec tout ce qui se passe avec notre ami Trump. L'objectif, c'est vraiment de sécuriser sa place, sécuriser les usines également et surtout s'inviter à la table dès le matin au réveil avec une offre complète du petit déjeuner, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Ferrero c'est aussi Nutella. Donc jusque là Ferrero dominait le goûter, aujourd'hui il domine aussi le petit déjeuner. Et le lendemain, sans attendre, vendredi 11 juillet, bam, nouvelle annonce, rachat du groupe Carambar. Donc Carambar c'est la marque Carambar évidemment, c'est aussi la marque Lutti. Et là pour 240 millions d'euros. C'est vraiment le patrimoine français finalement qui passe sous pavillon Italie. L'objectif, c'est vraiment de muscler l'offre épicerie sucrée et de la
via la confiserie et créer des synergies justement avec leur rachat chocolat. Il y a très longtemps, en 2015, Ferrero a tout de suite compris que de mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le chocolat, c'est risqué. Et notamment, vous n'êtes pas sans savoir si vous travaillez dans les domaines de l'agroalimentaire que les variations du cacao ont été extrêmement poussées ces derniers mois. Et donc, c'était dangereux de mettre tous ces œufs justement que sur le chocolat. Et ça explique beaucoup de ces acquisitions de la part de Ferrero. L'objectif, vous l'avez compris, couvrir tous les moments de la journée, miser sur des marques qui sont iconiques dans son portefeuille et de muscler son portefeuille aussi sur des produits qui sont perçus un peu plus santé. Alors, santé, tout est relatif, mais un peu plus sain. Quand même, parce que quand on mise notre activité que sur le Nutella, le Kinder, etc., ça peut être aussi risqué, surtout qu'on a vu l'actualité précédente que Danone fait un bond, notamment sur les produits santé. Donc ça reste quand même une tendance de fond. Et avec ces acquisitions, Ferrero se classe au 18e mondial des géants de l'agroalimentaire. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder que Ferrero a une trésorerie très importante qui leur permet de dégainer tout de suite pour notamment des rachats. Bon, le seul problème pour Ferrero, c'est que c'est un actif qui est basé que sur de l'épicerie sucrée et la taxe sucre vient un peu chahuter le portefeuille. Mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Donc voilà, vous l'avez compris, Ferrero, ça devient un vrai empire. Concrètement, c'est impressionnant toutes les marques qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont même un pied dans le salé maintenant. Donc, affaire à suivre, mais j'ai l'impression que waouh, entre les centralisations de la distribution et les gros qui deviennent toujours plus gros, ça laisse pas beaucoup de place aux PME et aux petits. On va conclure cet épisode sur un tout autre sujet qui est la confiture. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les accros de la tartine. Votre confiture de framboise va bientôt coûter le prix d'une boîte de caviar. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, surveillons les prochaines semaines puisque ça va bouger aussi de ce côté. Alors c'est un scénario catastrophe côté verger. Pour ceux qui sont climato-sceptiques, sachez que ça existe et que ça va faire mal aussi dans le portefeuille, n'est-ce pas ? La FIAC, alors c'est pas moi qui l'ai inventé ce nom, ça m'a fait bien rire. La Fédération des industries d'aliments conservés parle également de pire récolte de fruits jamais observée, jamais connue. En cause, le dérèglement climatique, avec puissance 10, avec des gelées tardives, des grêles en série, des sécheresses extrêmement importantes et des pluies diluviennes au mauvais moment. Bon, c'est le combo gagnant. Et ceux qui pensaient que de ne pas faire attention au changement climatique et que c'était impossible de corréler ça au business, voilà, on a la conséquence, la preuve par l'exemple. Ça va être une catastrophe. Donc prenons quand même le sujet au sérieux. Donc résultat, les vergers européens sont complètement à genoux, ils baissent leur froc, clairement. Et c'est pas qu'un accident de parcours, c'est une tendance lourde puisqu'il y a de plus en plus d'arboriculteurs qui jettent l'éponge, les gars. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et je vais vous dire un peu quels sont les fruits les plus touchés. On a la framboise tout d'abord. Pourquoi ? Parce que le plus gros fournisseur de framboise, c'est la Serbie, qui a connu une sécheresse extrêmement importante, donc forcément les récoltes ont été extrêmement impactées. On a les fraises en Pologne, donc la Pologne c'est pareil, un gros producteur de fraises, moins 50% de récolte. Les abricots, donc là c'est l'Espagne, la Grèce, la Turquie qui ont été aussi frappés de plein fouet. Les cerises griottes, donc là c'est plutôt l'Europe de l'Est qui produit ces fruits-là. Eh bien on est à moins 80% de récolte, donc les prix vont complètement exploser également. Et le cassis et la rhubarbe, si vous aimez ces fruits, moi j'adore. 2024 a été une année merdique, 2025 c'est la même chose. L'industrie de la confiture en France, c'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires et c'est 10 000 emplois. Donc là, les factures, vous l'avez compris, elles vont grimper jusqu'à plus 30% sur certains fruits. Et vous allez voir que les pots de confiture, j'en mettrai ma main à couper dans les rayons, vont baisser leur grammage pour rester sur un prix raisonnable. Est-ce qu'on parle de shrink inflation ? J'en sais rien, mais au bout d'un moment, il faut trouver des solutions quand on a des hausses de prix comme ça à cause des productions. Et donc, ça fera partie de la solution. Non pas pour berner les consommateurs, mais pour qu'ils puissent continuer à acheter de la confiture. On verra sûrement des toc-toc-toc. Ça veut dire que pour nous, les compotes et les confitures vont coûter plus cher.
c'est sûr. Pour les pros, les marges, elles vont être laminées. C'est sûr aussi, il va falloir faire des efforts sur les marges. Et les Français, on est quand même le pays numéro 1 à consommer de la confiture. Donc, il va falloir qu'on change notre stratégie et qu'on passe sur autre chose. Peut-être des tartines au beurre salé, je sais pas, pourquoi pas. Et il y aura des risques réels au niveau des ruptures. Voilà, donc on pensait que la confiture c'était un plaisir simple. Non, derrière chaque produit se cachent des productions et des vrais impacts. Commencez, si vous avez des jardins, à faire vos récoltes et faire votre confiture. Revenons au fait maison, c'est ça la conclusion qu'on se dit. Non, je rigole sur le sujet, mais voilà où on en est. Voilà, c'était 4 actualités assez diverses et variées. J'espère qu'elles vous ont plu. J'ai pris énormément de plaisir à retourner cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire franchement pour me dire ce que vous pensez de ces actualités. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ce podcast? Vous êtes hyper nombreux, de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à me regarder en vidéo YouTube. Merci, je vous adore, vous me portez au quotidien. Voilà, je vais arrêter là. À bientôt et on a une petite. Voilà, je vous la présente. Aria, tu vas devenir une star. Hein. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, salut, bye bye. Au mois prochain.